Ah, c'est dingue ce que je lis là. Selon une étude récente, les chercheurs n'expliquent toujours pas pourquoi la gauche se retrouve à droite quand on fait demi-tour. Ah, c'est ouf. T'es sérieux là? Bien sûr. Mais t'as lu Quoi? ça où? Ah, c'est dans la presse, là, je lis le Gorafi, qui rapporte une étude très sérieuse de l'université de Vienne. Pourquoi j'en douterais? Ah, je sais pas, peut-être parce que c'est le Gorafi? Oui, mais c'est une étude scientifique publiée, ça. Ah oui, oui, effectivement, là c'est sûr. Lorsqu'une équipe scientifique, parce que oui, bien souvent ce n'est pas un chercheur isolé, mais bien toute une équipe, souhaite diffuser ses résultats, elle va le publier dans une revue spécialisée, écrite par des chercheurs pour des chercheurs. C'est le principal moyen de communiquer les résultats, mais aussi de s'assurer de leur validité. Ces publications sont très techniques et à moins d'avoir déjà étudié le domaine, c'est pas toujours évident à comprendre. Ces publications s'appellent des papiers. Alors par contre, ça c'est pas un article scientifique, ça non plus, ça toujours pas, et ah, ça c'en est un. Ils sont rédigés en anglais, se présentent tout le temps de la même façon, à savoir avec une structure similaire, et présentent aussi de nombreuses références bibliographiques. La plupart de ces journaux sont spécialisés dans un domaine particulier. Il en existe plusieurs dizaines de milliers, dont certains vont être très connus, comme Nature ou Science, et d'autres un peu moins connus. D'accord, mais je ne vois pas en quoi cela justifierait la qualité de la recherche. En quoi publier dans des journaux spécialisés empêcherait-il de publier n'importe quoi? Car, contrairement à ce que tout le monde peut faire en écrivant un livre, un blog ou un e-book, ces articles scientifiques sont soumis à la relecture par les pairs. C'est une étape indispensable qui contribue fortement à ne pas diffuser n'importe quoi. Ce qui va se passer, c'est que l'équipe qui a écrit le papier va l'envoyer à l'éditeur du journal. Lui-même va rediffuser le manuscrit à un certain nombre de chercheurs experts dans ce domaine qui vont avoir pour but de vérifier, de juger de la qualité du papier. On les appelle reviewers en anglais, qui veut dire relecteurs, et ils sont généralement 2 ou 3. Donc cette relecture a pour but de vérifier la véracité des propos, vérifier également que le protocole scientifique est solide, que les hypothèses et les conclusions sont cohérentes, que la bibliographie est correcte, et enfin vérifier que ce qu'avancent les auteurs est à jour et ne s'appuie pas sur des connaissances dépassées depuis l'ère des dinosaures. Ouh. Bref, on demande l'avis d'experts indépendants pour juger ça. Il s'ensuit alors généralement un échange entre les auteurs et les relecteurs, ces échanges étant ponctués par les retours critiques des relecteurs qui vont viser les inexactitudes et les faiblesses de l'article. Donc ce protocole peut durer entre quelques mois et 1 an, voire plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que tout le monde est d'accord, l'éditeur tranche et accepte la publication. Et il tombe toujours d'accord? Bien sûr que non. Il est courant qu'un article soit refusé, par exemple parce qu'il ne respecte pas la ligne éditoriale du journal ou parce que l'étude n'est pas jugée comme étant assez solide. Dans ce cas, on retravaille le fond et on le soumet à un autre journal. D'accord. Et vu le nombre de journaux importants qui existent, j'imagine qu'on en trouvera toujours un qui serait prêt à accepter notre article. Dans ce cas, en quoi cela nous limiterait pour publier ce que l'on veut? Parce que tous les journaux ne se valent pas. Tu as le bon journal, tu essaies de publier et des fois ça marche. Et tu as le mauvais journal où généralement tu n'essaies pas de publier, mais des fois tu es un peu désespéré, tu essayes quand même. Le fait qu'un article soit publié n'est pas la seule chose à prendre en compte. Il faut aussi regarder la qualité du journal dans lequel cet article a été publié. En effet, lorsque tu te renseignes sur un sujet sur Internet, vas-tu accorder la même valeur à l'information si tu la trouves sur Twitter, sur un blog, sur un communiqué de presse ou sur un magazine de vulgarisation scientifique? C'est pareil en sciences. Oui. J'imagine que ouais. Et donc, si je trouve un article qui est publié dans une revue sérieuse, c'est bon, non? Non, ça suffit pas. Tu as juste la garantie que rigueur et cohérence scientifique ont été respectées. Et donc, un seul article solide n'est souvent pas suffisant pour affirmer quelque chose. Même avec le meilleur protocole, avec la meilleure volonté du monde, aucune expérience ou étude n'est à l'abri des aléas statistiques, autrement dit, des variations dues au hasard. Et il en va de même pour les erreurs de mesure et les erreurs d'interprétation. Pour pallier à cela, le plus important est la reproductibilité de l'étude.
Il faut que le protocole intégral qui a été utilisé pour obtenir ces résultats soit suffisamment décrit pour permettre à une autre équipe de recherche de venir refaire le protocole et vérifier les résultats. Mais ça, c'est un peu comme la relecture par les pairs. C'est quoi la différence? La relecture par les pairs vérifie ce qui est écrit, mais on ne peut pas vérifier une mesure expérimentale. Tu comprends ou pas? Oui, si, bien sûr, oui. Si par exemple, je te dis que dans mon expérience, le thermomètre affichait 45 degrés, tu peux pas vraiment le vérifier, tu es obligé de me croire. Du moins jusqu'à ce qu'une autre équipe répète aussi cette expérience et trouve le même résultat. Ah oui. Ah mais j'avais compris, hein. Plus il y a d'études sur le sujet qui montrent la même chose et plus la théorie va être solide. On dit alors qu'il y a consensus. Et rappelle-toi la vidéo précédente, on ne peut pas prouver une théorie à 100%. Par contre, on peut s'y rapprocher. Et c'est pour ça qu'une seule étude n'est pas suffisante pour affirmer quelque chose. Ce qu'il nous faut, c'est un ensemble d'études indépendantes qui tend vers la même hypothèse. Il doit y avoir plusieurs milliers d'articles scientifiques par jour, c'est énorme! Ah oui, donc je comprends mieux. Et donc j'imagine que même si on peut trouver des études corrompues, truquées ou payées par des lobbies, si on regarde l'ensemble des articles scientifiques, si on regarde ce qui fait consensus, on a autre chose, non? J'avoue que t'entendre dire ça me surprend, mais oui, c'est exactement ça. Bah, pourquoi ça te surprend alors? Peut-être parce que d'habitude tu n'es pas aussi perspicace que ça. Merci. De rien, mais c'est exactement ça. En effet, il peut y avoir des lobbies ou des chercheurs corrompus qui essayent de détourner le système ou de truquer les résultats. Souvent, sur des sujets très étudiés ou importants comme la santé, ils font face à une grosse communauté qui va les contredire. Yes, et j'imagine que le consensus scientifique est souvent l'inverse de ce qu'affirment les lobbies. Pas forcément en fait, parce qu'ici on parle de science et pas d'idéologie. On ne juge pas une étude sur des croyances ou des a priori, ni la coupe de cheveux du gars qui a fait l'étude, mais bien sur le contenu de l'article scientifique. Il arrive d'ailleurs que même en cas de conflit d'intérêts, une étude soit tout à fait propre et le résultat valide et conforme au consensus actuel. Ah, c'est chaud ça quand même, non? Ben non, c'est ton a priori, mais en fait non. Et il n'y a pas d'autres biais ou problématiques? Alors c'est sûr, le système de publication n'est pas parfait. Et oui, on peut relever de nombreux défauts et de nombreuses problématiques, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Ah! Enfin, il n'empêche quand même que malgré ces défauts, le système de publication scientifique reste un outil efficace. Il fonctionne très bien pour faire avancer les connaissances tout en limitant les erreurs. La prochaine fois que tu entends pour argumentaire une science corrompue et des lobbies derrière, c'est probablement que la personne ne s'est jamais renseignée, qu'elle ne sait pas du tout de quoi elle parle et qu'elle fait plutôt appel à ses croyances et convictions plutôt qu'à une réalité factuelle.